Shalom, shalom, Chaverim. Avant de commencer le shiur, je voulais vous remercier à toutes et à tous pour les messages que je reçois, les messages d'encouragement, les messages de motivation qui me donnent envie de continuer dans cette façon d'enseigner. Donc je voulais vraiment vous remercier à toutes et à tous. Merci. On va aujourd'hui ramener le Sefer Bereshit, la paracha de Bereshit, la première paracha de la Torah, où le pasuk nous dit Bereshit barach Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, au commencement, Akadosh Baruch Hu créa le ciel et la terre. Pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu va créer le monde. Il va ou créer ou ajuster le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi ne pas créer le monde en un jour, en 1 heure, en 1 minute? Quel est le message? Quel est l'enseignement qu'il faut tirer de cela? Dans le même ordre d'idées, on voit que chaque chose dans la vie a une appellation. C'est-à-dire, par exemple, une clé s'appelle en hébreu mafteach. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une clé s'appelle mafteach et pas une autre appellation? On a vu dans les parachiotes précédentes qu'il y a des bêtes qui sont consommables, comme la para, la vache, et il y a des bêtes qui sont non consommables, comme le chazir, la Torah le cite, le porc. Pourquoi est-ce que la para s'appelle une para? Pourquoi est-ce que le chazir s'appelle le chazir, le porc s'appelle le chazir? Pourquoi? Pourquoi si cette chose-là, si le chazir ne doit pas être consommé par le Ham Israël, alors pourquoi il a été créé? À quoi il sert? Chaque chose dans le monde a été créée pour ou le monde lui-même, pour la création, ou pour le Ham Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé quelque chose que le Ham Israël ne peut pas consommer? Quel est le message que Kadosh Baruch Hu veut nous transmettre? On voit aussi que le Khatan, quand il va se marier, il doit donner une bague à une femme. Comme ça, nous dit la Gemara dans Kiddushin. Il doit, en fait, la Kala doit mettre son doigt comme ça, il doit prendre la bague et dire Areat Mekou Deshetli Kedat Moshe Ve Israël. À ce moment-là, la Kala va plier le doigt et ils seront mariés. Pourquoi faire comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas avec des bijoux? J'offre des bijoux à une femme. Les femmes adorent les bijoux, donc autant en profiter. Pourquoi ne pas lui offrir une montre, par exemple? Non, on demande une bague, uniquement, et pas autre chose. Alors, avant de répondre à toutes ces questions, on va ramener une histoire. Une histoire du Rav Elchanan Wasserman, le Talmid du Rav Etzraïm, l'élève du Rav Etzraïm. Le Rav Elchanan Wasserman avait l'habitude de recevoir beaucoup de personnes, et des personnes qui avaient énormément de problèmes, des difficultés financières, des difficultés familiales, jusqu'à tel point que ces personnes-là allaient même se suicider, tellement chas v'shalom. Alors le Rav Elchanan Wasserman racontait l'histoire à ces personnes-là d'un riche, un riche milliardaire, qui travaillait dans la bourse, qui travaillait dans le business, dans l'immobilier, dans les affaires. Ce riche-là, il avait l'argent facile. Tout le monde voulait apprendre les méthodes pour gagner de l'argent. Donc tout le monde le sollicitait. Mais ce riche-là avait un problème. Il ne savait pas comment on fabriquait du pain, comment on fabriquait une orange, comment était créée une orange. Il ne savait pas.
Alors il marchait dans la rue et il a rencontré un paysan. Et le paysan lui a dit, écoute, tu veux savoir? Viens me voir à la ferme. Alors, le riche dit, ok, pas de problème. Le riche arrive à la ferme, il voit le paysan lui dit, écoute, viens, on va partir dans les champs. Et il l'emmène dans les champs à perte de vue, des champs magnifiques, extraordinaires. Le paysan sort une boîte de sa poche, le riche regarde, lui dit, qu'est-ce que c'est? C'est des diamants? Il fait, non, pas du tout, c'est des graines. Des graines? Oui, des graines. Tu peux me la tenir, s'il te plaît? Alors, le paysan donne la boîte au riche, il lui tient la boîte. Le paysan sort un stylo de sa poche et va pour faire un trou dans la terre. À ce moment-là, le riche fait, arrête, ça suffit, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu veux abîmer cette terre-là? Tu vas faire un trou dans la terre, arrête, pourquoi tu fais ça? Le paysan le regarde et lui dit, écoute, ici, on ne pose pas de questions, on pose pas de questions. On observe, on regarde, on ne pose pas de questions. Le riche lui dit, écoute, celui-là, il est un peu bizarre. Le paysan commence à faire des trous dans la terre avec son stylo. Et si le trou n'était pas assez grand, il va prendre une pelle pour faire un plus gros trou. Une fois qu'il a fait les trous, il se tourne vers le riche et lui dit, tu peux me rendre la boîte, s'il te plaît? Il lui rend la boîte, il prend chaque graine qu'il met dans les trous, dans chaque trou. Il rebouche les trous avec son pied. Il met du sable, de la terre. Le paysan regarde le riche, lui dit, écoute, ça y est, c'est fini. Le riche ne comprend pas. Il retourne chez lui, dans son appartement, commence à réfléchir, il dit, celui-là, il est un peu fêlé, il est un peu bizarre. Il a un problème. J'ai rien appris dans tout ce qu'il m'a montré, j'ai rien appris du tout. Je comprends toujours pas. J'ai pas de conclusion. Alors les jours passent, 6 mois passent, et au bout de 6 mois, le paysan rappelle le riche et lui dit au téléphone, oui bonjour, vous vous rappelez de moi? Je suis le paysan. Il dit oui. Oui, oui, très bien. Vous pouvez venir à la ferme, s'il vous plaît? Le riche hésite à dire oui. Il a déjà eu une première fois, il n'a rien compris, ou il a pensé qu'il était un petit peu dérangé. Bon, il hésite, mais il est tellement curieux de voir un petit peu comment ça se passe qu'il dit ok, je serai là cet après-midi. Il arrive à la ferme, le paysan le ramène dans le même champ, et il voit là-bas des épis de blé qui ont poussé. Il dit waouh, ça c'est les graines qu'on a plantées? Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est super beau. Le riche est émerveillé, il essaie de comprendre, il se dit c'est la folie, c'est magnifique, c'est très beau. Le pauvre à ce moment-là, enfin le paysan, pardon, prend à ce moment-là une faucille et il commence à couper les épis de blé. Le riche lui dit mais arrête, mais ça va pas, mais c'est magnifique, laisse comme ça. Arrête, pourquoi tu fais ça? Le paysan se retourne et lui dit je t'ai déjà dit, expliqué. Ici, on pose pas de questions, on observe. Alors le riche dit il est encore plus fou que je croyais. Je comprends pas ce qu'il fait. Bon, on va rien dire. On va juste observer, comme il dit. Alors le paysan commence à couper avec sa faucille tous les épis de blé. Et puis il les met en botte. Et puis il les transporte dans sa grange. Et là-bas, dans la grange, il a une immense table. Immense. Là-bas, il pose les épis, il les éparpille un petit peu. Il prend une pelle et il tape dessus. Ta, 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 ta. Le riche est en train de regarder, il dit celui-là, il n'y a plus rien à faire pour lui. Il est complètement dérangé. Et il tape, jusqu'à que les épis vont lâcher les graines, vont lâcher le blé qu'il y a dedans, vont se séparer.
Il enlève les épis, il garde que le blé, et il commence à prendre un pilon. Et il commence à piler les épis, à les piler un par un, jusqu'à qu'il obtient une poudre, une farine. Au bout d'un moment, le riche ne comprend pas, il est en train de regarder. Le paysan se retourne vers le riche, il lui dit, écoute, derrière toi tu as un peu d'eau, donne-moi-en s'il te plaît. Alors, il lui donne l'eau, il le verse sur la farine, sur la poudre qu'il a eue, et il commence à pétrir la pâte. Il pétrit, il pétrit. Il laisse gonfler la pâte. Pendant ce temps, il va allumer son four. Il met le pain dans le four. Au bout de quelques minutes, il ressort le pain. Et il dit au riche, tiens, voici, c'est une pita. Vas-y. La bracha, c'est Amotzi lechem min haaretz. Le Rav Elchanan Wasserman racontait ces histoires-là aux personnes qui étaient en difficulté. Il lui disait que la vie, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu te met dans le ventre de ta mère. Il te met dans la terre. Après, tu sors. Tu sors et tu es beau. Tu as un épi. Tu es magnifique. Et après, on te coupe. Les épreuves commencent. On te tape, on te martèle, on te malaxe, on te pétrit. Tu as que des épreuves. Mais pourquoi tu as toutes ces épreuves-là? Pourquoi est-ce qu'il arrive tout ça? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu envoie les épreuves pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de la personne, il veut sortir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des épreuves. Et c'est ce que disait le Rav Elchanan Wasserman à toutes ces personnes-là. En fait, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu ne t'apprécie pas, ne t'aime pas, ne veut pas de toi. Non, au contraire, les épreuves, en fait, nous rendent meilleurs, nous font grandir pour sortir le meilleur de nous-mêmes. De la même façon, une mère qui va faire son Shabbat, elle va commencer déjà le mercredi, si ce n'est pas avant. Elle va continuer le jeudi, le vendredi, le samedi, elle va avoir son Shabbat qui est prêt, son pain qui est prêt. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Parce qu'elle va sortir le meilleur des ingrédients pour avoir le Shabbat beau, magnifique. Le meilleur repas qu'on puisse avoir. La vie, elle est comme ça. Elle est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut sortir le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de ce qu'on a. Akadosh Baruch Hu ne fait rien de mauvais. Il n'y a pas de rab à Shamaïm. Il n'y a pas de mauvais dans le ciel. Akadosh Baruch Hu n'est pas mauvais, chas v'shalom. Au contraire, il est bon. Mais sauf que nous, on a l'impression de penser qu'Akadosh Baruch Hu ne nous apprécie pas. Il nous donne des épreuves alors que mon ami, il lui a rien donné. Non, c'est complètement faux. Akadosh Baruch Hu veut sortir le meilleur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il nous arrive ça. C'est ce que racontait le Rav Elchanan Wasserman. C'est comme ça qu'il faut comprendre la vie. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé, Akadosh Baruch Hu veut te transmettre un message. Veut nous transmettre un message et nous dire que sache que rien tu n'obtiens de suite. Rien tu n'obtiens comme ça. Non, il y a un tas à lire. Il y a un temps pour obtenir les choses. On ne peut pas obtenir les choses tout de suite. Quand je le veux, non, il y a un temps. Laisse passer le temps. Petit à petit, tu obtiens les choses. C'est ce que vous enseignez à Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde en 6 jours. Pour dire que chaque chose ne s'obtient pas tout de suite. Il y a un temps. Il faut laisser le temps que la chose se fasse pour pouvoir l'obtenir. Le même raisonnement qu'on voit pour la clé. La clé, c'est le même raisonnement. La clé s'appelle une maftear. Maftear, ça s'écrit Mem, P, Tav, Het. Ce sont les initiales de Ma'im, Parnassa, Triatametim, Vechaya. Ma'im, quand Akadosh Baruch Hu va envoyer la pluie dans un pays, c'est lui seul uniquement qui va décider quand. Parnassa, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu décide lui-même, Birvodo Veatzmo, quand il va envoyer la Parnassa. Personne, aucun malach à la clé. C'est lui qui décide quand et à quel moment. Triatametim, la même chose. Aucun ange, aucun homme sait quand Akadosh Baruch Hu va faire Triatametim, la résurrection des morts. Lui seul le sait. Et Chaya, la vie. Quand une femme va tomber enceinte,
Alors Akadosh Baruch Hu lui-même décide et dit à l'ange, prends une neshama, il va le mettre dans le ventre de cette maman-là. Mafteach, les clés de cette chose-là, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui les connaît, qui les a. C'est pour ça qu'une clé s'appelle Mafteach. On aurait pu prendre autre chose, mais c'est pour bien faire comprendre que Akadosh Baruch Hu a ajusté son monde à la perfection. Chaque chose n'est pas laissée au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Même jusqu'à le nom d'une clé. Pareil, on explique aussi pour le chazir. Le chazir, c'est la même chose. Une para, c'est la même chose. Para, pourquoi est-ce que ça s'appelle une para, une vache? Parce que para, quand on inverse les deux premières lettres, ça fait râper. Râper en hébreu, ça veut dire guérir. La vache rousse va guérir. La para, adouma, va guérir. C'est pour ça qu'une vache s'appelle para. Pareil, le chazir. Le chazir, pourquoi est-ce qu'il s'appelle chazir? Pourquoi est-ce qu'on ne le mange pas maintenant? Tout simplement parce que, au temps de Adam Arishon, le chazir était cachère. Comme ça nous explique les Chachamim. Après la faute de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu a dit, vous ne le mangerez plus. Il n'a pas donné raison. Mais le chazir, le porc, s'appelle chazir parce que ça vient du langage choser, revenir, au temps du Mashiach. Le chazir, le porc, sera cachère. C'est pour ça qu'il s'appelle chazir, choser. Il redeviendra cachère. C'est ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu a ajusté son monde à la perfection. Le Khatan, c'est la même chose. Le Khatan lui-même, qu'est-ce qu'il a? Il va mettre la tabaat dans le doigt de la Kala. Et au moment où il va mettre la bague, il va dire Areat Mekudeshetli Kedat Moshe ve Israël. Moshe, c'est la Torah, Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi une tabaat? Parce qu'au moment où il met la bague sont les initiales de Tov Ba'it Im Torah. Une tabaat s'écrit Tet, Bet, Ain Tav. Ce sont les initiales de Tov Ba'it Im Torah. Quand la Kala, il lui dit Areat Mekudeshetli et elle fait comme ça, alors elle signe pour la Torah. Elle veut, oui, Areat Mekudeshetli, je t'acquiers pour créer une maison de Torah. Ce sont les initiales Tet, Bet, Ain Tav, Tov Ba'it Im Torah. Je veux faire avec toi une maison de Torah. Et toute sa vie, la femme aura le contrat sur elle qu'elle doit observer la Torah. Que quand lui-même, le Khatan, a pris la Kala, il l'a pris pour faire une maison de Torah. C'est pour ça que des fois, il y a des couples qui demandent, qui disent « je ne comprends pas, on a des problèmes dans le couple, ça ne fonctionne pas bien, tout simplement parce qu'il y a un manque de Torah, parce que la femme a signé un contrat et ce contrat, elle l'a sur elle, toute sa vie. Tov Ba'it Im Torah. C'est pour ça qu'on ne se marie pas avec une parure de bijoux ou avec une montre, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut montrer que la taba'at représente l'acte de la Torah. C'est que la femme a signé pour monter, pour construire une maison de Torah. C'est pour ça que quand quelqu'un se marie avec une femme, il doit offrir une bague uniquement et pas autre chose. Pareil, pour Shabbat, Akadosh Baruch Hu, c'est reposer Shabbat et on va finir avec une histoire du Rav Zilberstein, une magnifique histoire que j'ai vue cette semaine et qui donne vraiment à réfléchir. Le Rav Zilberstein raconte une histoire que au temps où il y avait la Shoah, après la Shoah, beaucoup de bénis Israël ont fait la Aliyah aux États-Unis, ils sont partis aux États-Unis et il y a eu un problème là-bas. Quel problème il y a eu? C'est que chaque béné Israël travaillait 6 jours dans la semaine et le dimanche, ils étaient tous licenciés. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Moshe. Moshe, il travaillait 6 jours dans la semaine. Il faisait son Shabbat et le dimanche, il arrivait au travail et au travail, son patron lui disait « Tu es licencié ». Toute sa vie comme ça, Moshe. Et un jour, qui sortait du travail où il était licencié, il traverse la rue sans regarder, une grosse Cadillac arrive. Elle freine, elle allait l'écraser. La personne de la voiture sort et lui dit « Hé, mais dis-moi, tu ne regardes pas ?» Moshe lui répond « Excusez-moi en yiddish.
La personne qui est dans la voiture, le riche qui est dans la voiture avec sa grosse voiture, sort, il lui dit, mais pourquoi tu me réponds en yiddish? Il lui dit, parce que mes parents étaient à la Shoah, ils ont fait l'Aliyah aux États-Unis, et voilà, je parle le yiddish, je suis juif. Je lui dis, ok, tu vas où là? Ben voilà, je viens de me faire licencier, comme d'habitude, puis je rentre chez moi. Tu t'es fait licencier? Oui, je me suis fait licencier, c'est toutes les semaines comme ça. Alors, le riche lui dit, écoute, où tu vas? Je rentre chez moi. Il lui fait, viens, je te dépose. Alors il le dépose, arrivé en bas de chez lui, Moshe dit à ce riche-là, il lui dit, écoute, je voudrais vous remercier, venez monter chez moi boire un verre, au moins un café, faire une bracha, faire quelque chose. Alors, le riche lui dit, écoute, ok, j'accepte. Mais Moshe, il n'habite pas dans une maison, il habite dans un grenier. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille que 6 jours par semaine. Alors il faut monter des escaliers, il monte les escaliers et le riche, celui derrière, il voit des cadres dans la montée d'escalier. Plein de cadres. Il s'approche un petit peu et regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces cadres et il voit licencié de telle société à telle date. Et il continue, licencié de telle société à telle date. En fait, il a encadré Moshe tous les travaux qu'il a fait dans les sociétés et où il a été licencié. À chaque fois, il était licencié le dimanche. Alors le riche ne comprend pas, il fait comme si de rien n'était, il discute un petit peu avec Moshe, avec sa femme qui est à côté, et Moshe lui dit, mes parents étaient à la Shoah, donc voilà, c'est pour ça, et je suis chômeur Shabbat. Et voilà, malheureusement, malheureusement, Baruch Hashem, à chaque fois, le dimanche, je me fais licencier parce que je ne viens pas travailler Shabbat. Ah, le riche le regarde. Il commence à penser au cadre qu'il a vu dans la montée d'escalier. Lui, tu sais, moi aussi, je suis juif. Moi aussi, mes parents ont fait l'Aliyah aux États-Unis, après. Mais j'ai réussi parce que je travaille Shabbat. Ah, vous travaillez Shabbat. Oui, je travaille Shabbat. Des fois, tu sais, hein, on n'a pas le choix, on est obligé, comme on dit. Un blanc s'installe dans la pièce, Moshe ne parle plus, sa femme regarde. Le riche est un peu gêné de ce qu'il a dit, se retourne, prend dans sa poche le chéquier. Il fait un chèque à Moshe, 24 000 dollars. Il dit, tenez, prenez, pour vivre. Moshe regarde sa femme lui fait un signe de la tête négatif. Moshe se retourne vers le riche juif et lui dit, je suis désolé, je ne peux pas accepter votre argent. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est l'argent que, vu que vous avez travaillé Shabbat, c'est assourd d'accepter cet argent-là. Je ne peux pas. Il lui dit, mais c'est mon argent, tu peux la prendre. Il lui fait, non, je ne peux pas l'accepter. Moshe lui dit, je vais vous expliquer. Répondez à ma question. Si aujourd'hui vous voyez un Sefer Torah qui brûle et vous n'avez pas de briquet, vous allumez votre cigarette avec le feu du Sefer Torah qui brûle? Le riche lui dit, bah non, surtout pas. C'est un Sefer Torah. Chas v'shalom. Vous n'avez pas d'allumette. Vous allumez votre cigarette avec le Sefer Torah qui brûle? Mais non, chas v'shalom, même pas en rêve, j'y penserai même pas. Il dit, c'est bidiouk ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas Shomer Shabbat, vous faites brûler le Sefer Torah. Et avec l'argent que vous prenez, vous vous servez. Vous allumez votre cigarette avec le Sefer Torah que vous avez brûlé. À ce moment-là, le riche réfléchit et dit, il a entièrement raison. Il tape sur la table, dit, tu as raison. Tu m'as donné à réfléchir. À partir d'aujourd'hui, je fais Shabbat. Tu m'as convaincu. Prends cet argent. Parce que cet argent-là, ma mâche, vraiment, elle est de bon cœur. Je suis Shomer Shabbat à ce moment-là. Le Rav Gilbert Stein nous explique et nous dit que quand quelqu'un
garde ses objectifs, garde sa Torah. Et dit, moi, coûte que coûte, je ferai Torah et mitzvot. Et même si on me dit, j'ai pas le choix, moi j'aurai le choix. Moshe, toute sa vie, il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il se faisait, il venait pas travailler. Le dimanche, il se faisait licencier. Et il est resté coûte que coûte avec ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit une personne qui reste sur ses objectifs, qui dit, moi je continuerai à faire Torah et mitzvot, coûte que coûte, qu'il arrive, il arrivera. La création se plie devant lui. On le voit où? On le voit dans la paracha. On le voit dans la paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov Ibershava Vayer le Harana. Quand Yaakov est sorti, il a voulu se coucher, il a voulu dormir. Tout le monde connaît l'histoire. Là-bas, les pierres se sont battues et se sont dit, c'est sur moi qui va reposer sa tête. Akadosh Baruch Hu a fait un S. Que toutes les pierres qui ont parlé, le Midrash explique qu'elles se sont regroupées en une seule pierre. Même la création se plie devant la personne qui garde ses objectifs, qui garde ses convictions, qui garde sa Torah. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 24 000 euros, 24 000 dollars à cette personne-là, à Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ses objectifs, il a gardé ses convictions. Quelqu'un qui garde ses convictions, quelqu'un qui garde sa Torah, Akadosh Baruch Hu lui dit, tout le monde se plie devant toi, moi et la création.